Salut à toutes et à tous, Tim Merlier a doublé la mise aujourd'hui à Bergerac après sa victoire à Bordeaux hier. Il s'impose de nouveau lors de la 8e étape en Dordogne. Le Belge compte désormais 5 victoires sur les routes du Tour, un nouveau modèle de vitesse et de puissance. Avant cela, contingent maigrelet de candidats à l'échappée, seuls 3 hommes ont osé. L'un d'entre eux a bien failli aller au bout. On se posera la question dans ce podcast. Pourquoi si peu de courageux sur ces étapes de plat? Et pour débriefer cette 8e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Julien Chénet. Bonsoir à tous. Bonsoir Éloi Tout. Salut tout le monde. Et bonsoir à Luc Erinx. Bonsoir tout le monde. Allez, c'est parti pour le 9e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 8e étape du Tour? Luc, je me tourne vers toi. C'est ce moment où je me suis retrouvé, alors pas que moi, beaucoup de journalistes, on s'est retrouvé nez à nez avec Merlier juste après avoir vu la fin de l'étape. On a vu le sprint, on s'est dit on va aller au bus pour recueillir quelques réactions comme d'habitude. Et en sortant de la salle de presse, en fait, même avant de sortir, Tim Merlier était là parce qu'il était accablé par la chaleur, vraiment crevé de son sprint, et il était venu trouver un tout petit peu de fraîcheur dans l'entrée de la salle de presse. Trop rapide pour vous même. En fait, Tim Merlier. Trop rapide pour nous, il est arrivé en salle de presse avant qu'on sorte de la salle de presse. Julien, je te laisse la main. Quelle image retiendras-tu aujourd'hui? Moi, c'est la popularité de Weistrofer qui commence à rivaliser avec celle de Pogačar. Ah oui, carrément. Oui, carrément. J'exagère un peu, je pense. Mais non, c'était au départ à Périgueux. En fait, quand on est arrivé au bus de l'auto, il y avait un chant en l'honneur de Baptiste Weistrofer. Et en fait, c'était des jeunes, ils étaient une dizaine, et ils disaient ne pas du tout connaître Weistrofer personnellement, c'était des jeunes d'ici, mais qu'ils adorent les coureurs qui ont du panache, et que Bat, il en manque pas. Donc du coup, il y a une sorte de Weistrofer mania qui commence à grimper, vu que les échappés sont assez peu nombreux et que lui, il est quasiment tous les jours devant. Bon, pas aujourd'hui, malheureusement, pour ses fans de Weistrofer. Mais voilà, c'est une image qui m'a marqué, voir à quel point le Tour peut faire gagner comme ça, mettre en lumière des personnages inconnus du grand public. Éloi. Et pareil, à la sortie de Périgueux, j'étais dans la voiture avec Julien et on a croisé Thor Hushovd avec le cuissard et le maillot de sa formation Uno X et une musette en vélo. Donc on trouvait ça assez drôle. Je sais pas où il est allé jusqu'où en vélo, peut-être au sprint intermédiaire ou à l'arrivée ici à Bergerac. Mais voilà, c'était drôle de le voir en vélo à la sortie du village. Tiens, et moi aussi j'ai une petite image aujourd'hui parce que je me suis assez amusé à voir. Je me suis dit, quand je suis passé en voiture dans les rues du village qui marquait le sommet de la première côte, je sais pas si vous êtes passé dans ce village. Dôme, non. Il y avait Dôme, exactement. Il y avait un espèce de Porsche à travers lequel le peloton devait passer. Quand je suis passé en voiture, je me suis dit, mais comment ils vont passer là-dedans? Et quand les coureurs sont passés, ils ont été obligés de mettre pied à terre. Donc voilà, c'était une image assez intéressante, pied à terre, parce qu'évidemment tout le monde ne pouvait pas passer. Le Porsche faisait à peine quelques mètres de large. Cette fois-ci, il lui aura fallu une remontée absolument fantastique dans les 500 derniers mètres pour s'imposer. Tim Merlier réalise donc le back-to-back après sa victoire hier à Bordeaux. Il récidive à Périgueux. Clairement, le meilleur sprinter de ce début de Tour de France. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a coutume de dire, mais je le répète de jour en jour, mais c'est vrai, il n'y a pas eu photo. Et là, même si on l'imaginait pas à 500 mètres de la ligne, gagner ce sprint, et là on va y revenir, une fois qu'il a été lancé, c'était une fusée. Ce matin, Binyam Girmay avait dit qu'il fallait être dans les 5 premiers au dernier virage pour espérer gagner ce sprint. Tim Merlier a été, tu m'as dit quoi, en 13e position? 13e position avant d'entrer dans le virage. Il est 13e en ressortant comme ça à 500 mètres, il y a une cassure et il remonte tout le monde avec une vitesse juste incroyable qu'il arrive à maintenir pendant 400 mètres. Enfin, c'est vraiment un sprint de bœuf. Il n'y avait pas photo, il est vraiment le plus rapide de ce Tour de France. Après l'image du taureau hier, le sprint de bœuf pour Tim Merlier. Vas-y. Ouais, et puis la situation paraissait d'autant plus désespérée que devant, Van Der Poel commençait à emmener Philipsen. Et là, on se dit, c'est terminé, il est trop loin, il a pris une cassure. Et malgré tout ça, il est revenu, il a soufflé tout le monde. J'ai rarement vu une dernière ligne droite pareille, quoi. Et c'était vraiment très impressionnant. Après, faut noter aussi que si Van Der Poel il est vraiment au top de sa forme, j'ai l'impression qu'il est pas au top. Et que Philipsen aussi, jamais Merlier peut s'imposer. Finalement, les deux sprinteurs qui finissent le mieux sont ceux qui lancent le plus loin, puisque Girmay fait 2e et pareil, il est hyper mal placé à la sortie du virage.
Et c'est notre confrère de Vélomag, Nicolas Pertu, un grand habitué du podcast qu'on doit obligatoirement citer à chaque podcast. Oui, voilà. C'était la condition pour laquelle je pouvais faire le podcast. Du coup, là, je suis tenu à ça. Non, en fait, il notait à juste titre que en fait, Van Der Poel lance très mal, finit mal de lancer Philipsen. Il accélère pas autant qu'il le devrait, et surtout quand il s'écarte pas quand il finit son travail. Du coup, Philipsen se trouve coincé dans la boîte. Il se fait déborder par Coy sur la droite, et ensuite à gauche, je crois que c'est Girmay, je sais plus. Et en fait, lui-même ne peut pas faire son sprint, alors que sur le papier, il y avait tout pour le mettre sur orbite. Est-ce qu'en hommage à Nicolas Pertu, tu as compté le nombre de coups de pédale? Parce que là, il doit y en avoir un paquet quand même dans le sprint de Tim Merlier. Non, j'ai encore beaucoup à apprendre de mon grand maître, Nicolas. Éloi, un mot sur le sprint de Tim Merlier? Non, mais il l'a dit en conférence de presse, il a failli chuter dans ce virage à 500 mètres de la ligne. Et c'est ça qui est impressionnant, en fait, quand il sort du virage, il l'a dit encore en conférence de presse, il vise un top 5. Et il arrive à faire une remontée assez folle pour aller chercher la victoire, alors qu'il y avait, comme vous l'avez dit, un train avec Van Der Poel qui lance Philipsen assez bien, et pareil, Canter qui est plutôt bien lancé par Tenissen, je crois. Donc il y avait 2 trains devant lui qui étaient bien mieux, en bien meilleure position, et il fait comme dit Luc, un sprint de bœuf. Oui. Au-delà de la position de Tim Merlier à ce moment-là, lui, tu le disais, il pensait que la course était perdue. Il allait jouer le top 5. Il faut quand même les faire, ces 500 mètres en sprintant à fond, Luc. C'est quand même pas donné à tout le monde, quoi. Ouais, mais j'ai demandé à Tom Steele, son directeur sportif, s'il avait déjà vu un sprinter par le passé être aussi rapide et tenir sa vitesse aussi longtemps. Et il m'a dit, alors peut-être que moi du coup je me suis un peu emballé, mais il m'a dit oui, j'en ai déjà vu des comme ça. Et c'est surtout une histoire de timing, c'est que vraiment il a cet instinct, on en a déjà beaucoup parlé hier, il a cette façon de sentir le bon moment, c'est-à-dire que là en fait le bon moment c'était justement de lancer cette sortie de virage et d'arriver avec une vitesse que personne d'autre n'allait pouvoir reprendre. Alors évidemment dans les 50 derniers mètres il a dit heureusement que tous les autres étaient cramés parce que j'avais de l'acide lactique de partout. Mais c'est vraiment encore une histoire de timing visiblement aujourd'hui. Julien, tu voulais réagir là-dessus? Non, mais c'est de le voir en fait sur la ligne arrêter de pédaler. Alors que 500 mètres plus loin, on pensait que c'était presque perdu pour lui. C'est dire l'effort et la marche qu'il avait sur les autres. Mais bon, c'est aussi l'effet de l'acide lactique, comme tu viens de le dire sans doute, Luc. Et ce qui est aussi amusant, c'est, je sais plus lequel d'entre vous, je crois que c'est toi, Luc, qui disait ce matin que Biniam Girmay lui avait confié qu'il fallait être dans le top 5 aux 500 mètres pour pouvoir réaliser le sprint et pour pouvoir potentiellement l'emporter. Biniam Girmay, finalement, il était derrière Tim Merlier, et lui aussi pas par choix, second, pas par choix, mais en tout cas, voilà, le fait est qu'il arrive à terminer malgré tout second et à sprinter aussi à la fin. Donc lui aussi, il est très 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 en forme. Biniam Girmay. Éloi, peut-être tu veux prendre la parole là-dessus. Ouais, hier on a fait l'éloge des trains des sprinters. Visiblement aujourd'hui, il n'y en avait pas forcément besoin. J'ai pas regardé le classement, mais voilà, aussi Tim Merlier, il en a parlé un peu en conférence de presse. Il revient à 15 points de Mats Pedersen au maillot vert. C'était pas un objectif pour lui au départ du Tour. Peut-être, là, ça a l'impression que ça va peut-être le devenir. Voilà, et demain, ça va être encore un peu compliqué parce que Pedersen est bien meilleur grimpeur que Merlier. Donc voilà, il revient aussi dans la course au maillot vert. Faut pas l'oublier, ça, parce qu'avec 2 victoires maintenant, avec le nouveau barème, c'est 70 points sur chaque victoire. Donc voilà, là, c'est un prétendant au maillot vert à Paris. Il y aura un vrai match là-dessus entre Tim Merlier, probablement peut-être Biniam Girmay même, et Mats Pedersen, parce que Mats Pedersen, il est quand même un petit peu plus léger, on va dire, pour l'instant sur les sprints massifs. Je crois qu'il termine 12e aujourd'hui. Bon, on a le sentiment qu'il va y avoir un match finalement entre un Pedersen qui est peut-être plus à l'aise quand ça monte et qui va aller régulièrement, peut-être même dès demain, prendre les 25 points du sprint intermédiaire, et Tim Merlier. On a un vrai suspense sur ce maillot vert. Je sais pas qui veut. Il y a un vrai suspense, mais quand même Pedersen a pris un avantage, selon moi, parce que il y avait 5 étapes dédiées aux sprinteurs, qui leur étaient favorables sur ce tour. 3 sont passées, et à l'issue de ces 3-là, Pedersen est devant. Il y a des étapes qui vont être beaucoup moins favorables à ses adversaires, à Merlier, à Philipsen, qui vont avoir du mal à... Peut-être, j'ai pas étudié où étaient placés les sprints intermédiaires. Alors demain, il est assez drôle d'ailleurs, le sprint intermédiaire, parce que c'est un sprint en bosse. Parfait pour Pedersen. Voilà, Pedersen, c'est du pain béni pour lui. Après, il reste quand même 2 opportunités, Nevers et Chalon-sur-Saône, et quand on voit la force de Merlier aujourd'hui, il peut aller chercher les points à chaque fois. Pas beaucoup vu faire les sprints intermédiaires, donc oui, c'est ça. Aussi, ils sont désintéressés. Donc maintenant, il y a aussi il va peut-être les faire et donc aller titiller Pedersen. Moi, je pense qu'il va vraiment y avoir un match
jusqu'à Paris, je suis assez certain. Oui, match, mais je pense petit avantage pour Pedersen quand même. Ouais, Merlier n'a pas l'air de trop y croire Non. non plus. Il disait que dès demain, voilà, Pedersen va déjà reprendre de l'avance avec les sprints intermédiaires. Mais le rêve de Merlier, visiblement, c'était de porter au moins le maillot vert un jour dans sa carrière, plutôt que de le ramener à Paris. Il disait, si vraiment je voulais remporter le maillot vert, il fallait que je me prépare différemment et on pourrait y réfléchir peut-être l'année prochaine, mais je serais encore très loin du niveau de Pedersen. Bon, il y aura peut-être quand même une opportunité de le porter la semaine prochaine. Tim Merlier, on ne sait jamais comment ça peut se dérouler vu qu'il y a des étapes de sprint qui vont s'enchaîner. Julien. Juste une petite remarque par rapport à ça. Le classement, je crois, du maillot vert, il a été connu en juin. Donc effectivement, c'est début juin. Le nouveau barème. Le nouveau barème. Donc c'est effectivement peut-être un peu tard pour. Je crois qu'il a été connu de nous au début juin, mais je crois que les coureurs avaient eu l'information plus précocement. Peut-être, mais à savoir, est-ce qu'il a eu le temps de le connaître suffisamment tôt pour se préparer en conséquence et en faire un objectif? Je pense que ça le désintéressait complètement. De toute façon, l'objectif était de venir gagner des étapes, même s'il l'avait su plus tôt, surtout en plein hiver quand il avait les genoux en vrac. Ils l'ont dit, je crois, Soudal avant le départ du Tour, que avec ce nouveau barème, Tim Merlier pouvait en faire un objectif, quoi. C'était dans sa tête. Eh bien voilà, ça c'est dit. En tout cas, 5e victoire d'étape sur les routes du Tour, la 2e cette année pour Tim Merlier. Et comme si les équipes de sprinteurs ne menaient pas déjà une chasse aux baroudeurs sans pitié dans les étapes de sprint, l'échappée du jour s'est auto-détruite, on peut le dire, dans la dernière bosse à 40 km de l'arrivée, alors qu'elle avait à minima des chances raisonnables de faire douter le peloton. Cette échappée composée du français Thibaut Garnalec, du tchèque Jakub Outrouba et du belge Liam Slock s'est disloquée dans la côte du buisson de Cadouin après une attaque du tchèque. Il a finalement dû laisser s'échapper Liam Slock. Pourquoi vous riez, messieurs? Disloqué, c'était pas fait exprès? Non, c'était même pas fait exprès, tu vois. Liam a fini de disloquer l'échappée, tout à fait. Voilà, c'est le talent qui ça a dû me venir comme c'est ça, exactement. Bon, le Belge a quand même bien failli aller au bout, et ça c'est du talent de sa part. Ouais. Liam Slock. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. À la fois son talent personnel, c'est pas la première fois qu'il parvient à mener très loin une échappée. Sur le Tour de Catalogne, je crois qu'il a été repris très près, à 4 km lors d'une étape de l'arrivée. Et il a bénéficié quand même d'un vent favorable dans le final. Sans ça, il aurait été repris bien plus tôt. Mais malgré tout, à 11 km, il avait une 10 de retard. Et là, le peloton ne reprenait plus grand-chose. Alors que c'était très bien organisé, des très grandes lignes droites. Et donc, on s'est posé la question, et s'il allait réaliser l'impossible? Et finalement, il a craqué en toute logique. Il a été repris 1,3 km, mais c'est un vrai tour de force et qui, je pense, va laisser des regrets aux formations qui se sont dit aujourd'hui, ça vaut pas la peine de gaspiller des forces en vue des étapes futures. Il y avait peut-être un coup à jouer aujourd'hui. Et on va y venir dans quelques instants. Juste d'abord un mot sur ce qu'a pensé le peloton de Liam Slock, Luc, au moment où il était devant avec une 10. Il y en a qui ont dit attention, il y a danger. Ouais, Benoît, alors on a eu cette info là avec les messages transmis à l'oreillette qui parfois sont diffusés à la télévision. Benoît disait apparemment à 25 km de l'arrivée, je crois que les autres équipes de sprinters sous-estiment complètement cette échappée. Il va falloir les reprendre. Et c'est un petit peu ce qu'a dit Tom Stills aussi, qui a envoyé Van Barle rouler vers la fin là, qui a envoyé un quick step. Il a dit heureusement que les autres équipes de sprinters ont commencé à paniquer en dessous des 10 km parce que sinon on n'allait jamais le revoir, parce qu'il faisait vraiment le match avec Van Barle, il faisait le match avec Abrahamsen, il perdait rien. C'était assez impressionnant à voir, et j'ai envie de dire merci aux Intermarché Lotto qui animent ces quelques journées de sprint depuis le début, avec Weistrofer, aujourd'hui avec Liam Slock, et merci au Cara Rural aussi d'envoyer quelqu'un pour les aider. Oui, enfin même si là pour le coup ça n'a pas été une aide incroyable de la part de Outrouba. Éloi. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est que l'échappée n'a pas pris tant de large non plus que ça dans la journée. Je crois que là, c'est monté à maximum 2 minutes. Donc en fait, on a toujours l'impression que bon, ils vont revenir. Puis le peloton attend, et puis finalement on est à 15 km. Ah bah attends, mais il a encore 1 minute 10, donc on va peut-être se réveiller. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mais il y a une jurisprudence récente d'ailleurs. Casper Asgreen, quand il s'impose, je sais plus, à Chalon-sur-Saône, si je dis pas de bêtises, il y a quelques Tours de France. Bref, il gagne une étape où ils partent en échappée à plusieurs. Ils sont tenus, ils tiennent le peloton en respect de 1 minute pendant, je sais pas, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et au bout, Casper Asgreen, il gagne. Je me rappelle très bien de cette étape parce que j'étais dans la voiture de Cofidis d'un des directeurs sportifs. Alors je sais plus si c'était Bingen, Fernandez ou Corca. Mais l'un des deux, en tout cas, avait surligné le nom d'Asgreen sur la start list parce que ce jour-là, Cofidis voulait jouer l'étape au sprint avec Brian Cocard.
Et il faisait partie des noms desquels il fallait se méfier. Et quand il l'a vu partir et qu'il a vu que l'écart restait à 1 minute, il a arrêté pas de dire ça va aller au bout. C'est une grave erreur de laisser qu'une seule minute parce qu'à tout moment il y a d'autres coureurs qui vont faire le jump, ce qui était arrivé et ce qui avait permis de relayer et de garder ce petit écart là. C'est parfois plus dangereux que d'avoir 3, 4, 5 minutes pour le peloton qui a le temps de rouler plus tranquillement et de faire un vrai effort à la fin pour revenir. Et pourtant, la leçon, elle n'a pas été retenue, parce qu'on aurait pu très bien avoir ce même scénario grâce à ce même Casper Asgreen qui a été dont on a tenté de mettre qu'on a tenté de mettre sur orbite via Michael Valgren chez IF dans la dernière bosse, là où justement Slock s'en va à l'avant. Et on aurait très bien pu voir un petit groupe filer et rejoindre Slock. Le nom d'Asgreen a été retenu parce que visiblement il était vraiment neutralisé dans le peloton. Toutes les équipes de sprinters essayaient de l'entourer pour pas qu'il sorte. Même en revanche, la leçon de l'étape. Ouais, voilà. Il y a un casque aérodynamique et des chaussettes, je crois aussi aérodynamiques. On retiendra en tout cas qu'il termine très loin aujourd'hui, Casper Asgreen, et ça fait pas le bonheur de tout le monde ici. Non, dans notre jeu de Paris. Peu de candidats en tout cas s'étaient montrés intéressés de prime abord pour participer à une aventure à l'avant aujourd'hui. C'est devenu une habitude sur les étapes de plat depuis le début de ce Tour de France et même depuis quelques années. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi seuls 3 garçons après 2 hier et un seul dans l'étape de Pau ont osé y aller. C'est parce que c'est peine perdue, Julien ? Oui, c'est le discours que les mots même qu'ont prononcé Laurent Pichon, le directeur sportif breton de Pinarello, en pointant plusieurs choses, bien sûr. Déjà la fatigue importante liée à ce début de Tour de France, la vitesse très élevée, la chaleur qui fait que on est obligé de compter ses cartouches. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Romain Sicard à Éloi. Avec cette chaleur, on n'a pas 36 000 cartouches. Donc, on est obligé de cibler encore plus les journées, les étapes qu'on a cochées et faire l'impasse sur ces journées-là. Éloi ? Non, mais c'était le même discours aussi de Cummings, le directeur sportif à Jayco Alula. Alors même s'ils ont un sprinter Ackermann dans leur rang, mais ils visaient déjà l'étape de demain qui sera, je pense, beaucoup plus propice à des baroudeurs, qui est un peu plus accidenté. Voilà, je pense que c'est un début de Tour de France et tout à l'heure j'ai interrogé Tony Galopin aussi, le consultant expert de Total Energy. Il trouve les coureurs vraiment usés par ce début de Tour de France avec la chaleur et donc il faut vraiment, comme tu dis Julien, économiser les cartouches, sinon ça devient vraiment compliqué. Oui, en sachant que les équipes de sprinters, elles, sont pour la plupart au complet. Elles n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer avant la 5e étape. Donc une motivation décuplée, enfin en tout cas intacte. Mais par contre, ces mêmes étapes de plat en 2e ou 3e semaine, il y aura beaucoup plus de candidats parce que ça sera plus difficile pour les étapes de plat en 3e. Oui, c'est ça le problème. Oui. Et il en reste que 2 malheureusement. Mais si je dis pas de bêtises, elles sont en 2e semaine les 2 en question. Et je crois que la dernière étape, plus ou moins pour les sprinters, ça sera l'étape 12, je crois. Voilà, oui, c'est ça. Donc ça va arriver relativement vite. Ça sera donc après l'étape du Luran, c'est ça, dans la foulée du Luran. Et là, on peut s'attendre, je pense, à beaucoup plus de mouvements et plus de difficultés de la part des sprinters de contrôler la course. Mais il y a quand même une époque où on voyait des baroudeurs aller loin sur le plat. Alors moi, je repense, je suis peut-être un petit peu vieux pour certains, mais je repense à Cédric Vasseur, notamment, qui avait, il y a très longtemps, gagné un maillot jaune comme ça, qu'il avait tenu pendant quelques jours sur une étape de plat. Ça, aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus et que c'est presque, les baroudeurs sur le plat sont une espèce en voie de disparition, Luc. Liam Slock, aujourd'hui, c'est plutôt un bon exemple. Mais alors là, je découvre et j'entends les arguments que vous exposez de la part d'Astana, de la part des autres équipes. Jayco. On veut attendre demain, on aura une meilleure opportunité, il fait chaud, il faut préserver les coureurs, etc. Mais justement, tout le monde a chaud et c'est difficile pour tout le monde. Et on l'a vu, les équipes de sprinters ont du mal à contrôler ce qui se passe parce que quand ça va vite, on n'a pas le temps de redescendre aux voitures, on n'a pas le temps d'aller chercher à boire pour tout le monde, ou alors ça ralentit la poursuite. Et un Liam Slock est capable de résister au peloton comme ça jusqu'à 2, 3, 4 km. Donc si on pouvait lui apporter du soutien, je pense que ça avait plus de chances d'aller au bout, et je pense que le pourcentage de gagner sur ce genre d'étape est peut-être plus élevé que sur une étape comme demain où on aura vraiment tous les meilleurs, les Quinn Simmons, les Vacek, comme on a vu déjà en début de semaine, qui vont s'y mêler. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'était déjà la 8e étape. Pour l'instant, il n'y a que des champions qui ont gagné. Donc si sur les étapes un peu ouvertes, on saisit pas pleinement cette chance-là, il en restera pas beaucoup pour la suite.
les sprinters avaient plus de chances d'être piégés aujourd'hui et beaucoup d'équipes en fait avaient ce sentiment-là qu'il y avait une fenêtre en fait ouverte et qu'elles allaient être plus attentives justement s'il y a un gros coup se développer. Mais c'était un peu personne ne voulait vraiment lancer avoir cette initiative-là, mais plutôt d'être dans un mode défensif et être là si jamais un gros coup se lance. Mais si personne lance le mouvement véritablement, peut pas y avoir effectivement ce genre. C'est vraiment dommage quand on voit vent favorable, ces routes en Dordogne qui font que tourner et c'est vraiment jamais tout plat. C'est dommage. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait aussi parfois un peu une crainte. Le mot est peut-être un peu fort, mais d'aller à l'avant seul la journée sous ces chaleurs. Je crois que c'est Romain Sicard qui disait c'est l'équivalent d'une dépense énergétique d'une journée de montagne. Alors après, il faut voir si c'est vrai ou pas. Mais je pense que certains n'ont pas envie d'aller de se faire mal à l'avant du peloton tout seul toute la journée. Quand t'es à l'avant, t'as plus facilement accès à la voiture, non, à la c'est moto sûr. fraîcheur. On l'a vu, Oui, Yann t'as Slock beaucoup à la de fin, gars il qui faisait que s'asperger toutes les 30 secondes. Et puis c'est ce qu'on expliquait un petit peu aussi avec Weistrofer. Quand tu arrives à gérer une échappée comme ça, t'es pas obligé de te mettre à bloc du début à la fin. En fait, il faut réussir à gérer et gérer intelligemment cet écart, comme les équipes de sprinters essaient de gérer intelligemment. Et dans l'étape de Foix, l'autre jour où il faisait extrêmement chaud, il y a beaucoup qui pour le coup s'est terminé avec une victoire de Pedersen, mais après une échappée fleuve. Beaucoup de coureurs expliquaient après coup que il valait mieux passer la journée à l'avant parce qu'on prenait un petit peu plus le vent que si on était au milieu du peloton, parce qu'effectivement on avait accès un petit peu plus facilement à la bouteille d'eau et au bidon d'eau. Et ça m'amène naturellement vers l'étape de demain, qui pourrait, pourquoi pas, ressembler, alors peut-être avec un petit peu moins de dénivelé, mais qui pourrait, encore que, pas forcément moins de dénivelé, mais qui pourrait ressembler un petit peu à celle de Foix, une étape avec 4 difficultés demain entre Malmort et Ussel. A priori, Éloi, on devrait assister à une bataille entre les baroudeurs cette fois-ci. A priori, voilà. A priori, il va encore faire très chaud demain. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un fait. L'étape a été raccourcie de 30 km parce que le département de la Corrèze est placé en vigilance rouge. Donc, faudra voir à quel point ça peut jouer. Je pense pas que ça aura vraiment une influence, mais normalement, oui, c'est une étape promise aux baroudeurs demain. Voilà, c'est le moment pour ceux qui n'ont pas été trop devant de se montrer demain à Ussel. Luc, on va se régaler demain, tu nous le promets? Je vous le promets. Non, je me suis pas trop projeté sur demain. Je suis dans l'instant présent, donc désolé, j'ai pas vu exactement les. On prend les matchs les uns après les autres. J'ai pas vu exactement les 30 km qui allaient. Non, c'est les 30 km du départ. Voilà, C'est les c'est 30 ça. Donc kilomètres voilà, a globalement priori, de ça va départ. pas changer grand-chose. C'est vraiment Ça risque même d'animer encore plus la course. Parce c'est qu'au final, c'est une étape qui est taillée pour les baroudeurs. On l'annonce depuis le début. Toutes les équipes vont essayer d'envoyer quelqu'un. Quand on voit justement que sur les étapes pour sprinters, on a essayé de préserver nos forces pour les envoyer. Je serais assez déçu que demain Quinn Simmons par exemple ne soit pas à l'avant. Non, mais je pense que ça va être comme l'étape de Foix. L'échappée va mettre peut-être aussi un peu de temps à se dessiner. Tout le monde va vouloir attaquer et tout le monde va vouloir être devant. La première heure de course, je pense, risque d'être super intense. Julien, le mot de la fin là-dessus? Je te vois avec oui, je le pense parcours que sous les yeux. Là, il y avait que 3 dans l'échappée hier. Je pense qu'ils seront peut-être 10 fois plus demain. Bon, eh bien voilà. Les paris sont pris. On verra ça demain. Je vous laisse filer. Merci Julien, merci Luc, merci Éloi. Et moi, je vous parle tout de suite de la 9e étape du Tour de France 2026. Dimanche 12 juillet, la Corrèze sera à l'honneur de la 9e étape du Tour de France avec un parcours entre Malmort et Ussel tracé sur les routes du département à 100%, une étape de 155 km raccourcie donc de 30 km dans sa première partie en raison des conditions météo extrêmement chaudes et de la vigilance rouge canicule émise par Météo France. Après 2 journées relativement plates, le peloton retrouvera un tracé plus cabossé avec 3300 mètres de dénivelé positif, un parcours avec très peu de temps pour respirer et 4 difficultés répertoriées. La première au kilomètre 77, la côte de Naves précédera l'ascension la plus difficile du jour, le Succomé, 3 km 800 à 7,7%, classé en 2e catégorie et qui marquera la moitié de l'étape. Il restera alors à franchir la côte de la Croix du Pays, puis le Mont Bessou, 900 mètres à 7,3%. Une fois son sommet dépassé, il restera 24 km à accomplir, 24 km plutôt descendants avant de rallier l'arrivée à Ussel. Alors que les sprinters ont été à la fête ces 2 derniers jours, le tracé de dimanche laisse penser qu'un groupe de baroudeurs pourrait essayer avec succès de se disputer la victoire. Un Français parviendra-t-il enfin à lever les bras sur ce Tour 2026? Des baroudeurs sprinters comme Matthews ou Pedersen pourraient-ils, comme lors de l'étape de Foix, venir jouer les troubles fêtes? Certaines équipes de purs sprinters pourraient-elles essayer de contrôler la course? Réponse dimanche à partir de 17h30 et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago à retrouver sur l'appli L'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. À demain.